Deux chasseurs devant le tribunal correctionnel de Grenoble accusés d'avoir abattu en Oison un pigargue à queue blanche, un aigle protégé. Une quinzaine d'associations se sont portées partie civile. C'est aussi aujourd'hui que démarre le procès en appel de Gabriel Fortin, le tueur de DRH, qui doit durer 2 semaines. Les fêtes de la Chartreuse reviennent cette semaine à Voiron, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont et Entre-Deux-Guiers, avec un clin d'œil aux autres communes ayant accueilli une distillerie de liqueurs chartreuses, Tarragone, Marseille et Paris, avec des cocktails, des expos, des conférences et des spectacles. Et puis, Énergie, retrouver une ambition européenne, c'est le livre que co-signe l'invité du JT, Karine Sebi, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et titulaire de la chaire Energy for Society, qui organise également mardi soir à Gênes un débat sur ce thème avec des candidats aux élections européennes et des experts. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 13 mai 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Embouteillage ce lundi après-midi au Palais de justice de Grenoble. Tout d'abord pour l'ouverture devant la cour d'assises de l'Isère du procès en appel de Gabriel Fortin, qui à l'ouverture de l'audience a demandé à quitter la salle, estimant n'avoir rien à dire. Surnommé le tueur de DRH, il comparait pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat entre Alsace, Drôme et Ardèche en 2021. En juin 2023, à Valence, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Une récente expertise psychiatrique a conclu à une altération de son discernement. L'audience doit se poursuivre jusqu'au 29 mai. Et puis au même moment, mais devant le tribunal correctionnel, toujours au Palais de justice à Grenoble, avait lieu le procès de 2 chasseurs isérois. L'un est accusé d'avoir abattu une espèce protégée, une pigargue à queue blanche, le 24 février, près de Notre-Dame de la Salette, en Oison. L'autre est accusé de complicité. L'aigle, baptisé Morzine, avait bénéficié d'un programme de réintroduction dans la nature par les aigles du Léman et s'était installé près du Drac depuis quelques semaines. C'est une affaire importante parce qu'on est sur l'aigle le plus rare de France. Il y a 5 couples simplement en France. On est en train de les réintroduire. C'est une espèce qui a du mal à revenir. Chaque individu compte. C'est une espèce évidemment protégée, qu'il est totalement interdit ne serait-ce que d'embêter. Et là, on ne les a pas embêtés, on l'a carrément tué. Donc on attend beaucoup de ce procès parce que malheureusement, on s'aperçoit que depuis 1 an qu'on suit les oiseaux régulièrement, on a déjà eu 3 oiseaux qui ont été tués. Donc on espère au moins que ça permettra de faire un petit acte. C'est un oiseau qui était dans la nature depuis 6 mois. Il a fait le plus dur. On sait que c'est les 4-5 premiers mois qui sont les plus durs. Là, il commence à bien être autonome, bien s'alimenter et tout, on était super contents. Et puis là, il va se promener en montagne, il se pose sur une arête et il prend une balle, c'est quand même vraiment décevant. Je vais défendre d'abord la validité du dossier, la validité de la procédure, en soulevant 2 moyens de procédure qui seront ou pas retenus par le tribunal, ça on verra. Mais si les moyens sont retenus, en tout cas un, la procédure pourrait aboutir à une relaxe des 2 prévenus. Et là, pour le coup, on touche à un procès qui affecte la biodiversité et par conséquent, il y a une multitude d'associations qui se sont constituées et on va devoir répondre à tout ça et on va essayer, nous, les avocats, de ramener le tribunal à la raison. Il n'y a pas de procès pour l'exemple. Les procès pour l'exemple, on les a connus dans le passé, on a vu ce que ça a donné. Donc on ne voudrait pas que ce procès-là soit un procès pour l'exemple. Il faudra tenir compte de la personnalité des chasseurs aussi. Il faudra tenir compte de tout un tas de paramètres pour leur donner une sanction qu'ils puissent accepter. La présence policière va être renforcée dans le quartier de l'Alma à Grenoble sur décision du préfet de l'Isère pour qui il s'agit là d'assurer la sécurité des habitants. Jeudi vers 19h30, un homme de 24 ans avait été blessé par une douzaine de balles sur tout le corps. C'est la 4e fusillade depuis le mois d'octobre. Depuis, une vaste série de condamnations dans ce secteur où des bandes rivales s'affrontent donc pour reprendre le contrôle du trafic de drogue. Le préfet Louis Laugier pointe aussi du doigt les consommateurs qui, explique-t-il dans un communiqué, ont leur part de responsabilité dans cette situation. Les élus grenoblois ont retrouvé la salle du conseil de l'hôtel de ville cet après-midi, victime d'un incendie criminel le 30 septembre 2019. Elle aura donc dû attendre de passer le Covid et une longue phase de travaux avant de pouvoir de nouveau accueillir dans une nouvelle configuration conseillers, collaborateurs et publics. Au passage, l'acoustique, la ventilation et la performance énergétique ont été améliorées et un mur rideau peut désormais séparer la salle en 2 pour d'autres usages. Les responsables de cet incendie criminels, comme ceux d'Enedis assassiné, France Bleu Isère ou encore du Pont de Brignoux, qui se revendiquent de l'ultra-gauche libertaire, n'ont toujours pas été retrouvés.
Une explosion de couleurs dans le ciel ce week-end à la faveur d'une tempête solaire rare en Isère comme ailleurs, vendredi surtout, et de façon un peu moins intense samedi et même dimanche. De nombreuses aurores boréales ont illuminé le ciel. Sans trucage, de 22h à 5h du matin environ, le phénomène spectaculaire et d'une intensité exceptionnelle a offert un spectacle gratuit capté par de nombreux internautes et webcams. La dernière grosse tempête de ce genre remontait à 2022. Des paillettes aussi pour les clubs grenoblois. C'est officiel, le FCG décroche sa qualification pour les phases finales de Pro D2. Les Grenoblois ont battu Colomiers vendredi au Stade des Alpes avec bonus offensif 29-10. Reste à savoir s'ils recevront ou se déplaceront pour le barrage d'accession en demi-finale. Tout se jouera vendredi lors de la dernière journée de phase régulière. Les Amazones, elles aussi, se qualifient pour les quarts de finale de l'élite féminine. Les Grenobloises ont réalisé l'exploit face à Toulouse dimanche, jusqu'ici invaincus, et victoire des Iséroises 23-17. Et puis on peut aussi parler d'exploit. Le GF38 a remporté une deuxième victoire d'affilée. Et en déplacement à Ajaccio, victoire 2-1. Le GF38 remonte à la 10e place. Voilà, on voit le deuxième but. Des victoires que certains auront pu célébrer à la Chartreuse. Depuis quelques années, la liqueur des moines connaît une seconde jeunesse avec notamment la mode des cocktails. Pour la 7e année, son histoire sera célébrée du 15 au 19 mai à l'occasion des fêtes de la Chartreuse. Faustine Bassac. C'est un rendez-vous incontournable dans la région, les fêtes de la Chartreuse. Et à l'occasion de ces 4 jours de fête, les 7 communes qui ont accueilli une distillerie seront réunies pour la première fois. Paris, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont, Tarragone, Marseille, Voiron et Entre-deux-Guiers. Et en guise de symbole pour sceller cette histoire commune, des étoiles. C'est un symbole historique, patrimonial, mais aussi d'avenir, parce que je crois beaucoup, moi, à la territorialité des relations futures, et pouvoir faire ces liens-là entre des très grandes villes comme Paris, Marseille, Tarragone, et des villages beaucoup plus modestes en taille, mais très importants pour notre image, je trouve ça absolument réjouissant. C'est donc la nouveauté de cette édition. Les étoiles seront présentées au public lors d'une déambulation à travers les communes et c'est l'artiste Niels Orm qui les a conçues. Un travail important puisqu'il les a accompagnés d'un podium en bois pour représenter l'altitude de chaque commune. Je suis assez fier et heureux d'avoir réalisé ce projet puis qu'il soit arrivé à terme. C'était quand même un gros projet assez chronophage et voilà, je suis assez ému en fait de voir tout ça une fois éclairé. Les fêtes de la Chartreuse, c'est aussi l'occasion de faire rayonner de petits territoires comme à Entre-deux-Guiers, commune de 1900 habitants qui accueille depuis 2018 la distillerie Aigues-Noires. On s'enrichit mutuellement. Parce que finalement, Voiron vient nous rejoindre dans le massif et participer à nos animations. Et nous avons le grand plaisir de pouvoir aussi profiter de la dynamique voironnaise. Sur le plan touristique, c'est un élément très important. Voilà, donc on a unifié nos territoires du haut et du bas. Ateliers, animations et banquets, les fêtes de la Chartreuse, c'est un événement populaire et festif qui souhaite rappeler que la Chartreuse n'est pas seulement une liqueur, mais c'est aussi des sites historiques, un savoir-faire et une envie de faire perdurer son histoire encore longtemps. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer bien sûr avec modération. L'énergie verte et ou les autres, quel choix fera l'Europe dans les prochaines années, avec quelles conséquences? On en parle avec l'enseignante-chercheuse de Grenoble École de Management, Karine Sebi. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes titulaire de la chaire Energy for Society et vous co-organisez mardi soir à GEM un débat avec des experts et des candidats aux élections européennes. Le vote aura lieu dans moins d'un mois maintenant, le 9 juin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, on entend très peu parler des politiques énergétiques dans cette campagne. Tout le monde s'en fiche, passez-moi l'expression, ou tout le monde pense plus ou moins la même chose ? Alors avant de répondre, je pense qu'il faut faire un bas en arrière et revenir donc au début du précédent mandat où à l'époque, en 2019, lorsque Ursula von der Leyen a proposé le pacte vert, c'était une surprise, une belle surprise qui d'ailleurs passait toute autre considération budgétaire, économique, etc. Et à l'époque, il était politiquement coûteux de ne pas soutenir ce Green Deal. Or, depuis, il y a eu des événements qu'on connaît tous. Il y a eu le Covid et la reprise
reprise post-Covid avec un besoin d'approvisionnement pour reprendre la croissance, suivi en fait de la guerre en Ukraine et des sanctions qu'on a données à la Russie et le problème d'approvisionnement en gaz russe, avec Gazprom, avec Gazprom, etc. Sans parler aussi en 2022 de la crise énergétique qui a été accentuée par la non-disponibilité de notre parc nucléaire. Et tout ça, ça a contribué à l'inflation énergétique, à un problème de sécurité et d'approvisionnement qui, en fait, mettent à mal le vœu du pacte vert qui prône une énergie verte, abordable et sûre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la balance, elle est allée de l'autre côté et qu'il y a un effet d'aubaine pour des partis plus conservateurs qui veulent justement sortir de l'Europe et qui se servent, on va dire, de ces problèmes court-termistes d'urgence, fin du mois, fin du monde, au détriment donc de ce thème de l'énergie qui devrait pourtant être un socle au niveau des débats et qui peuvent mettre à mal le pacte vert. Donc on met un petit peu le problème sous le tapis. Pourtant, l'indépendance énergétique, c'est primordial. Ah, tout à fait, oui. Si on faisait une petite comparaison, donc l'Europe, l'Union européenne, en termes de PIB, c'est à peu près 15%. Or, nous avons moins de 1% des ressources énergétiques sur notre sol et 60% en fait de notre consommation énergétique, elle est provisionnée donc par des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, ressources que je rappelle dont on ne dispose pas. Donc ça, encore une fois, c'est compliqué. Et il faut faire attention justement aux choix que l'on va faire aux prochaines élections parce qu'il ne faut pas passer d'une dépendance énergétique à une dépendance technologique et c'est pour ça qu'il faut renforcer aussi notre collaboration au sein des États membres parce qu'on en parle dans les médias. Aujourd'hui, il y a le dumping chinois avec les panneaux solaires qui inondent nos marchés, mais c'est aussi l'Amérique, les États-Unis qui mettent en place des mesures protectionnistes et qui n'hésitent pas justement à se frotter les mains. Justement, et nous, on n'ose pas en Europe. Tout à fait. Et du coup, ils arrivent avec leur techno au détriment donc, de technologies, on va dire, domestiques et européennes. Alors, pour développer cette indépendance énergétique, il faudrait développer l'industrie verte. D'abord, rappelez-nous de quoi il s'agit, l'industrie verte. Alors pour faire simple, l'industrie verte, il doit y avoir plusieurs définitions, mais la manière dont je la définirais, c'est à la fois, on parle beaucoup donc de la production énergétique, il faut absolument verdir cette production d'énergie via les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, etc. Le nucléaire, puisque c'est une des voies aussi que la France choisit, mais aussi prévoir des solutions de stockage avec des gigafactories, mais aussi l'hydrogène qui peut être un moyen donc, de stocker les énergies vertes. Donc ça, c'est au niveau de l'offre, mais il faut mieux consommer, mais il faut aussi moins consommer. Et donc au niveau de la consommation et des demandes, il faut aussi investir massivement dans l'efficacité énergétique, donc la rénovation thermique des bâtiments, et mieux informer la population. Alors on l'a fait pendant la crise énergétique, justement, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, mais la sobriété, elle n'est peut-être pas accessible à tous et c'est pour ça qu'il faut absolument accompagner les ménages qui sont en situation de précarité énergétique pour mieux isoler leurs équipements, leurs bâtiments et ça sera d'autant plus facile. Alors, il y a des solutions qui ne plaisent pas à tout le monde, notamment l'éolien qui a beaucoup de mal à s'implanter en France. Par exemple, il n'y a que 2 éoliennes en Isère. Chaque projet donne lieu à des requêtes de riverains, comme à Saint-Antoine-l'Abbaye, aussi des requêtes en pleine mer. Vous travaillez sur ce problème d'acceptabilité ? Oui, alors c'est effectivement le sujet qui porte nos recherches sur notre nouveau cycle de recherche au sein de la Share Energy for Society à GEM. Donc on essaye d'abord de comprendre en fait quelles sont ces croyances. Comment elles sont fondées. Et donc, nous, on est des économistes. On met en place des expérimentations qui permettent justement de révéler les préférences et les connaissances et les croyances des citoyens. Et il se trouve on trouve que les croyances en fait, des citoyens sont très ancrées. Et il est difficile en fait de les modifier et on trouve qu'il y a un fort lien aussi socio-démographique et notamment avec les affiliations politiques et j'espère que le débat demain que nous proposons à GEM mettra en lumière justement ce clivage et il faut absolument qu'on dépolarise en fait le discours notamment au sujet de l'éolien et que en termes de politique publique, en termes de campagne, d'information, que l'on se serve en fait des thèmes centraux de ces différentes affinités affiliations politiques
pour mettre en avant les avantages de l'éolien. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est ce que font nos responsables politiques. Tout à fait. Donc, il faut absolument qu'on cible, pas simplement qu'on dise oui, c'est une énergie verte. Non, c'est une énergie qui permet d'améliorer notre souveraineté énergétique, qui est locale, qui permet de créer des emplois, tout ce discours qui vont plutôt toucher la droite et l'extrême droite, qui s'opposent le plus souvent à l'énergie éolienne, par exemple. Alors, dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Descartes et compagnie, que vous co-signez avec Patrick Criqui et Michel Derdevé, vous revenez sur l'origine de la construction énergétique européenne, ses difficultés. Vous expliquez qu'à long terme, abandonner le pacte vert au profit de la désunion serait une solution bien plus coûteuse. Oui, tout à fait. Alors, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il y a de nombreuses études, l'Institut Jacques Delors, l'Institut Rousseau, etc., qui ont fait des études chiffrées qui montrent en fait que le coût de la désunion européenne en termes énergétiques serait beaucoup plus coûteux, qu'il faut absolument que l'on investisse massivement, notamment dans les réseaux et les interconnexions qu'on a délaissées. On a eu une procrastination en fait au cours de la dernière décennie parce qu'on avait des prix de l'énergie qui étaient relativement faibles par rapport à ce qu'on a connu justement pendant la crise énergétique. Et aujourd'hui, on paye le prix fort justement de ce moindre investissement. Donc imaginons ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait il y a 10 ans. Si on continue à le faire, demain, ça nous coûtera encore plus cher. Donc il faut absolument qu'on soit interconnectés pour qu'on puisse se rendre service les uns et les autres. Parce qu'il y a des fois, lorsqu'il y a une énergie qui est en surplus en Allemagne, elle peut nous servir aussi en France. Or, c'est ce qui s'est passé pendant la période de pénurie de 2022 que j'ai citée. Il faut absolument massivement investir dans la décarbonation. Je vous rappelle, 60% de notre consommation, elle dépend d'énergies dont on ne dispose pas et qui sont carbonées et qui provoquent des émissions de gaz à effet de serre et donc qui contribuent au réchauffement climatique. Donc, l'équation me semble... C'est inéluctable. Oui. Il faut y aller. Il faut y aller et voilà, aller voter. Donc, merci beaucoup Karine Séby. Je rappelle que ces sujets seront développés mardi à 18h dans l'amphi de GEM avec des candidats aux élections européennes et des experts. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images de Who Got the Flower, le festival de hip-hop de l'association Next Tape qui avait lieu ce week-end à Pontcharra avec des amateurs et des pointures venues du monde entier, du breakdance comme vous en verrez aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Excellente soirée à tous.